rapatriement des réfugiés sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce jeudi un communiqué conjoint au terme de 2 jours de travaux, ce qui marque un pas important vers l'apaisement des tensions et la résolution de la question des réfugiés. 504 000 $ américains, c'est la somme perdue chaque mois par la Société nationale d'électricité. À la base, la construction hors norme des digues par les entreprises minières, bloquant ainsi les affluents du fleuve Congo de fonctionner normalement. Le constat a été fait au cours d'une mission conjointe à Parlement SNEL dans le Grand Katanga. Il a fait le bonheur des amoureux du catch et la WWE a confirmé l'information sur ses plateformes officielles en rendant hommage à cette icône du catch américain des années 80, Hulk Hogan. De son vrai nom, Terry Genebolea est décédé ce jeudi chez lui en Floride à l'âge de 71 ans. Il aurait été victime d'un arrêt cardiaque selon plusieurs sources. Le point sur l'actualité. Merci de rester fidèle à Télé 50. Après les nominations par ordonnance présidentielle aux différents postes, la question se pose sur le rôle et l'influence des églises. Le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social et la plateforme Union Sacrée dénoncent la mainmise de l'église sur les décisions des nominations et demandent la séparation de pouvoir entre l'église et la politique. Dossier de la rédaction. En République démocratique du Congo, les institutions religieuses, notamment l'Église catholique, jouent un rôle historique dans la vie politique, agissant comme médiateur dans les crises, promoteur de la démocratie et observateur électoraux. Par exemple, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a été impliquée dans la surveillance des élections de 2023. Déployant 60 000 observateurs pour garantir la transparence. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, apprécier ces hommes et ces femmes? Dans ces contextes, l'église Philadelphie, bien que moins documentée historiquement, semble suivre une tendance similaire en s'immisçant dans la sphère politique congolaise. Et des informations récentes notent qu'au début de l'année 2025, plusieurs membres de l'église Philadelphie ont été nommés à des postes clés, notamment conseiller du chef de l'État pour les relations avec le Parlement et autres institutions en mars 2025. D'autres postes, conseiller spécial pour le suivi du programme de développement local des 145 territoires en mars 2025, chargé des missions en charge des analyses stratégiques en juillet 2025. Ces nominations renforcent la présence de l'église Philadelphie dans l'entourage du président de la République. Quand on sait que les directeurs des cabinets du chef de l'État, le pasteur Kinzo, et d'autres membres occupant des postes stratégiques comme chef du cabinet de la première dame. Les nominations de membres de l'église Philadelphie ont suscité des réactions mitigées, alimentant des débats sur plusieurs aspects. Et ces frustrations seraient venues de la formation politique du chef de l'État, l'UDPS, qui se dit ne pas se retrouver dans toutes les nominations, remettant en question la séparation entre l'église et l'État, un principe constitutionnel en République démocratique du Congo. L'UDPS craint que cela compromette l'impartialité dans la gestion de l'État, créant des conflits d'intérêts et marginalisant d'autres acteurs politiques, comme le membre de la coalition Union Sacrée. Pour d'autres acteurs, les nommés de l'église de Philadelphie posséderaient des compétences et l'expérience nécessaires pour leur rôle. Ils estiment que leur affiliation religieuse ne devrait pas être un critère de jugement et que ces nominations reflètent une reconnaissance de leurs capacités. Ces débats reflètent des tensions plus larges sur la transparence et l'équité dans les processus décisionnels, avec des préoccupations sur les risques de politisation excessive des institutions religieuses. Les débats sont susceptibles de continuer, reflétant des préoccupations sur la nécessité de maintenir une séparation claire entre l'Église et l'État, tout en reconnaissant les rôles historiques des institutions religieuses dans la société congolaise. Et un pas important vers l'apaisement des tensions et la résolution de la question des réfugiés vient d'être franchi ce jeudi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un communiqué conjoint au terme de 2 jours de travaux intenses entre experts de 2 pays.
La délégation congolaise était conduite par les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur sécurité, Jacquemain Chabani, tandis que la partie rwandaise était représentée initialement par les ministres en charge de la gestion des urgences. Cependant, en raison de la chute surprise du gouvernement rwandais survenue la veille, c'est l'ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda à Addis Abeba qui a paraphé les documents finaux au nom de Kigali. La dégradation de la situation sécuritaire, principalement par les provinces du Nord et du Sud consécutif au conflit armé déclenché par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, a créé un contexte de violence, des déplacements massifs des populations et d'insécurité totale qui n'a pas permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre ses engagements souscrits dans le cadre de rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité. Les communiqués signés à l'issue de la réunion ministérielle des hauts niveaux tenue du 22 au 24 juillet scellent l'engagement de deux pays à œuvrer pour des solutions durables, concertées et pacifiques en faveur des réfugiés et des personnes déplacées. Cette démarche s'inscrit dans les sillages des récentes avancées diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, dont l'accord de paix de Washington, signé plus tôt cette année, a posé les jalons d'un dialogue renouvelé entre les deux capitales. La déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23, facilitée par les Qatar, prévoit notamment les retours progressifs d'environ 500 000 réfugiés congolais vivant actuellement hors du territoire national, dont une large part dans les pays voisins, notamment les Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. La coopération humanitaire a été au menu des échanges entre la République populaire de la Chine et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Les deux personnalités ont brossé la situation socio-humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et l'urgence de rétablir l'autorité de l'État pour mettre fin à la crise humanitaire. Jeudi 24 juillet 2025, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu dans son cabinet de travail Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC. Les échanges ont porté sur un projet de coopération humanitaire initié par la Chine en faveur des populations congolaises vulnérables, notamment celles de l'Est de la RDC durement affectées par les conflits armés. Surnommée affectueusement la mère de tous, la ministre Nathalie Aziza Mounana a salué l'engagement de la Chine aux côtés du peuple congolais. Elle en a profité pour plaider en faveur d'un appui ciblé à l'endroit des enfants déplacés internes, en particulier des enfants des policiers et militaires, en vue de leur retour à l'école. Son plaidoyer a mis l'accent sur la fourniture des kits scolaires et autres objets classiques nécessaires à la rentrée. En fait, j'ai eu tout à l'heure une séance de travail très efficace avec Madame la ministre pour discuter de la mise en œuvre d'un projet d'aide humanitaire d'environ 2000 tonnes de riz en conteneurs qui sont déjà arrivés à Matadi. En réponse, l'ambassadeur Zhao Bin a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative humanitaire et a réaffirmé la volonté de la Chine d'accompagner la RDC à travers des actions concrètes. Cette rencontre devra diligenter la procédure au bénéfice des vulnérables et s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du programme du gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa et dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Nathalie Aziza Mounana poursuit avec détermination sa mission au service des vulnérables pour un développement inclusif et solidaire. Recherché depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a réapparu ce jeudi matin avec un air plutôt serein et détendu devant la population louchoise, les supporters du FC Saint-Eloi-le-Popo et les militants de son parti. Le chef de l'exécutif provincial a mis fin aux rumeurs sur sa présence ou non à Lubumbashi. C'est jeudi 24 juillet 2025.
une foule impressionnante de militants du parti politique Action pour la rupture et le développement a convergé vers la résidence privée de Jacques Kaboula Katoué, président et fondateur du parti. Cette mobilisation fait suite à des rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux annonçant sa disparition. Dès les premières heures de la matinée, le partisan de la RDEV, fanatique de Santolo Lupopo et autres membres de l'Union sacrée de la nation, arborant les couleurs du parti et scandant des slogans de soutien, ont envahi les abords du domicile de leur leader. L'atmosphère était empreinte d'une ferveur palpable, témoignant de l'attachement profond de militants à leur président. À 10h35, Jacques Kaboula Katoué fait une apparition publique, vêtu d'une chemise bleue à l'effigie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Souriant malgré une apparente convalescence, il a salué la foule sans prononcer un mot. Son regard et son sourire suffisant à apaiser les inquiétudes et à démentir les fausses informations circulant à son sujet. Cette apparition a eu un effet galvanisant sur les militants de la RDEV, renforçant leur détermination à soutenir la vision politique de leur leader et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Koko Lokengu, présidente fédérale adjointe de l'ARDEV dans les Hauts-Katanga, a exprimé les mots justes sur cet événement. Notre chef a fait un long hommage, il était souffrant, il était vraiment interné souffrant et le Seigneur nous a aidés. Aujourd'hui nous l'avons revu, aujourd'hui toute la population haut-katangaise, louchoise, l'a vu. Vraiment, que dire? Si ce n'est juste remercier le bon Dieu qui l'a protégé. Merci. Cette démonstration de fidélité des membres de la RDEV n'était pas simplement une réponse à une rumeur, mais un acte fort de solidarité politique. Elle prouve une fois de plus que Jacques Kaboula Katoué reste, malgré le vent contraire, un repère politique incontournable pour ses partisans. Et si la parole a manqué, le silence lui a parlé. Celui d'un homme dont la seule présence suffit à raviver l'espoir et à resserrer les rangs. À quelques jours du début de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025, l'armée congolaise rassure avoir pris des dispositions utiles pour le bon déroulement de ces épreuves nationales. Elle appelle les habitants de Iga Barrière, Lopa, Nizi à refuser de collaborer avec le mouvement CRP de Thomas Lubanga à la base de la perturbation de la vie socio-économique dans ces milieux. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri lance un message de responsabilité citoyenne à l'endroit de la population. Suivez le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des FARDC en Ituri. À l'intention de populations de Iga Barrière, Lopa, Nizi et leurs environs, chers compatriotes, les forces armées de la République démocratique du Congo vous adressent ces messages d'alerte et de responsabilité citoyenne face aux attaques du mouvement armé CRP de Thomas Lubanga, qui continue de semer la terreur, la désolation et le désespoir dans vos entités. Ce mouvement est directement responsable de la perturbation de la vie sociale, économique et surtout de la mise en danger de l'avenir de nos enfants, en empêchant le bon déroulement des activités scolaires. Bientôt les examens d'État. Il est impératif de garantir à nos enfants le droit fondamental à l'éducation. Ne laissons pas la peur ou l'intimidation compromettre leur avenir. L'éducation est une arme puissante contre l'ignorance, la pauvreté et la manipulation. Chers compatriotes, désolidarisez-vous de la CRP. Refusez de collaborer avec ces mouvements rebelles. Ne leur apportez ni soutien, ni abri, ni silence complice. Votre refus clair et collectif est une arme puissante contre leur enracinement. Votre sécurité, notre engagement. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont présentes à vos côtés pour assurer votre sécurité, restaurer la paix et protéger vos familles. Chers compatriotes, la paix s'est construite avec vous. L'avenir de vos enfants dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Refusons la violence, choisissons la paix, rejetons CRP et tous ses alliés, construisons l'avenir.
Je le disais en titre, la problématique des digues dans les entreprises minières fait l'objet d'une mission conjointe au Parlement SNEL. Plusieurs entreprises minières ont été visitées, dont Simco Kissanfo Mining, à plus de 70 km de la ville de Kolwezi. Sur place, le constat est désolant. La République perd plus de 500 000 $ américains par mois à cause des digues mal construites intentionnellement. C'est une mission qui est partie du barrage Inga. Et ici, les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication et les délégués de la direction générale de la SNEL ont tout simplement été face à un refus poli à la direction de Simco Kissanfo Mining de livrer les éléments d'information complets sur la construction des digues. Pensons au petit peuple. La SNEL nous a démontré ici, c'est nous l'autorité budgétaire, les députés nationaux, c'est nous l'Assemblée nationale qui votons le budget de notre pays. Nous avons besoin de voir un jour la RDC aussi devenir comme la Chine. Nous avons besoin des autoroutes, nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin des bonnes écoles, nous avons besoin des universités, nous avons besoin des ponts. Ne pensez pas que nous serons à la merci des autres investisseurs venir nous priver des recettes qui pourraient permettre à notre pays d'avoir les moyens de sa politique. Après discussion chaude et sous la médiation du premier vice-président de la commission, le député Dieudonné Sassé, la délégation a finalement été autorisée à visiter le site et le constat est désolant. Les Chinois de l'entreprise Simco Kissanfo Mining ont barré la rivière Kissanfo en restituant un faible débit d'eau au lit naturel avec en conséquence le central de Nzilo et Nseke manque d'eau suffisante pour tourner les machines devant desservir les populations du Grand Katanga en énergie électrique. La rivière Kissanfo et Kando étant des affluents du fleuve à travers les passerelles versant du Lualaba, la SNEL perd ainsi par mois 504 000 $ américains qui devaient en principe provenir des entreprises minières qui malheureusement n'ont pas été suffisamment servis en énergie électrique. Quand il pleut abondamment, parce que le débit n'est pas constant pendant la saison, ça varie. Quand il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau qui arrive. Maintenant, eux, ils règlent pour remplir les lacs là-bas. Quand vous réglez, vous envoyez moins d'eau sur Kando et Kando qui se jette sur Lualaba. La mission conjointe au Parlement SNEL a poursuivi sa mission à la direction générale de Boss Mining Esperel après la cité minière de Kakanda. Là, le respect de l'environnement est observé dans cette entreprise aux arrêts depuis 2 ans avec risque de stopper son appui social aux élèves et enseignants de Kakanda. Les élus nationaux ont découvert également que la société Menda appartenant au sujet libanais qui ont barré les eaux de la rivière Kando sans restituer aucune quantité, un comportement digne d'une interpellation. C'est donc un dossier à suivre. Et sous la conduite de la Fédération des entreprises du Congo, l'OCC et le bureau Veritas Bivac BV ont réuni les opérateurs économiques pour une journée d'échange. L'objectif poursuivi est de permettre aux opérateurs économiques et les différents intervenants de la chaîne de commerce extérieur d'échanger sur l'évolution du processus de vérification de la conformité. Mandaté par l'Office congolais de contrôle pour renforcer la vérification de la conformité des produits importés aux normes congolaises ou internationales, le bureau Veritas Bivac BV et l'OCC ont réuni les opérateurs pour discuter des nouvelles mesures. Nous sommes au siège de la Fédération des entreprises du Congo. Et cette matinée a pour objectif de permettre à l'OCC d'échanger avec les opérateurs économiques et les différents intervenants de la chaîne de commerce extérieur sur l'évolution du processus de vérification de la conformité et ce, dans la perspective d'améliorer le bon climat de confiance entre les parties prenantes. Comme vous le savez, Bureau Veritas Bivac est mandataire de l'Office congolais de contrôle pour l'inspection des marchandises avant les expéditions. Auparavant, jusqu'au 29 juin dernier, il était nécessaire d'inspecter les marchandises durant le chargement du conteneur. C'était un peu difficile pour les exportateurs pour s'organiser et puis pour matcher les conteneurs et en même temps l'inspecteur. Aujourd'hui, cette évolution du process permet l'inspection des marchandises dans les entrepôts. Notre inspecteur ne sera donc plus présent au chargement des conteneurs et ne mettra plus les scellés sur les conteneurs.
mais il continuera de faire le contrôle habituel des marchandises dans les entrepôts avec toute la documentation de conformité qui est nécessaire et qui nous est demandée par notre partenaire, l'OCC. Fort du cadre de concertation qui existe entre l'Office congolais de contrôle et BIVAC, la Fédération des entreprises du Congo a tenu à cette journée d'échange pour évoquer les avantages de cette nouvelle procédure. Question d'éviter les avis de refus d'attestation. Un exercice apprécié par les opérateurs qui souhaitent que ce cadre d'échange puisse être permanent pour faciliter un travail de collaboration avec d'autres partenaires qui entrent en jeu, dont la Banque centrale du Congo et la DGD. Et les habitants de la commune de Kisanso, appuyés par plusieurs associations de développement local, ont organisé une marche pacifique pour exiger la reprise urgente des travaux de construction de la route de Renaissance qui pourra désenclaver cette commune presque abandonnée à la solde de l'insécurité. Large de 16 km² enclavée dans son ensemble, la commune de Kisanso fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires et infrastructures. Face à cette situation, la société civile s'est levée à travers une marche pacifique qui a réuni plusieurs associations pour exiger la reprise de travaux et la construction de la route de Renaissance. Partie de l'ancien cimetière des professeurs, la marche a chuté par les dépôts d'un mémorandum au bourgmestre Godé actuel. La route, elle est impraticable. Et pourtant, c'est une grande artère qui appartient dans le projet 5 artères. Parmi les 5 artères, nous avons l'artère de Biangala, déjà finie. Nous avons l'artère de Croix-Rouge, totalement finie. Nous avons l'artère de Bel-Air, partiellement finie. Mais notre route, vous nous avez abandonnés. Et cette commune contient plus de 560 habitants, dont nous avons au maximum voté le président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous comprenons son souci. Et nous faisons aussi une alerte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce que nous n'observons aucun projet du gouvernement provincial. Seulement le gouvernement national qui s'intéresse dans cette commune. Est-ce que nous n'avons pas des leaders que nous avions votés? Est-ce que nous sommes abandonnés à notre triste sort? Ça nous fait très mal, nous sommes choqués. Le bourgmestre, qui les a appelés au calme, leur a rassuré de transmettre les doléances aux décideurs pour une solution urgente. Pensez à la reconstruction, pensez au redémarrage des travaux de construction de la route Renaissance. En tant que bourgmestre Bino, la PC Bino, merci. Cette route vitale va sans doute désenclaver la commune de Kisanso afin de la relier à celle de Limba, Matete et Mongafula. À Chabara, dans la province du Lualaba, la tension est montée d'un cran mardi dernier. Des milliers d'exploitants miniers artisanaux ont suspendu leur activité et tenté de bloquer la nationale numéro 39 pour protester contre des individus revendiquant la propriété du site minier. Ce regain de colère ravive le souvenir des violences de mai 2025, tandis que le silence des autorités provinciales laisse planer le vide. La situation sécuritaire est restée tendue ce mercredi 23 juillet 2025 à Chabara. Les exploitants artisanaux ont suspendu leurs activités après avoir reçu entre 3h et 4h du matin une mystérieuse communication d'individus revendiquant la propriété du site. Un climat de frustration a rapidement gagné le lieu. Plus de 10 000 exploitants artisanaux menaçaient de descendre dans la rue et d'envahir la nationale numéro 39 pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'envahisseurs aux intentions bellicistes. Mais grâce à l'intervention des dirigeants de la Comacat, la coopérative installée sur le site, la colère n'a pas dégénéré en violence. Ces nouvel épisode ravivent les souvenirs des affrontements de mai 2025, lorsque le membre de la jeunesse de l'UDPS et de la JEUNAFEC avait semé les chaos à Chabara. Aujourd'hui encore, les dispensaires construits sur le site portent les stigmates de ces violences. À l'époque, le CASMIA, une organisation de la société civile, avait joué les médiateurs entre la coopérative et les protestataires. Une solution pacifique avait été trouvée, intégrer les contestateurs dans les comités de gestion de la Comacat. Mais cet accord ne semblait plus satisfaire ceux qui réclament désormais le départ pur et simple de la coopérative. Face à cette nouvelle crise,
Le silence des autorités provinciales inquiète. Aucune réaction officielle n'avait été enregistrée. Et dans la commune de Fungurume, des créateurs artisanaux ont organisé un sit-in devant le bureau du bourgmestre intérimaire Aline Makano. Leur action visait à protester contre des problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur activité au sein de la concession TFM. Devant les manifestants, la patronne de la municipalité de Fungurume s'est montrée rassurante pour tenter de trouver des solutions à leurs préoccupations. Christian Kalanchi. Des créateurs artisanaux s'y sont rassemblés devant le bureau administratif du bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, Aline Makano Chilombo, pour protester contre le renforcement de mesures de sécurité au sein de la concession de l'entreprise Teke Fungurume Mining TFM. TFM de son côté considère que ces créateurs opèrent illégalement sur sa concession qui est allouée à l'exploitation minière industrielle. Historiquement, ces tensions ont souvent conduit à des affrontements et à l'intervention des forces de l'ordre. Non seulement mitaona TFM, mais autorité provinciale, il faut ayouer ima. Tout la commission, tout ça en place, du à Kumatamazea. Les problèmes, ils sont mis à la navale de gouvernement provincial, le gouvernement d'ailleurs central, le président Areka Afsema, il faut bantu bapate mazea, surtout au Katanga dans Moualaba. TFM ni tetena bakolozi tuyo solution ya aba babuti pusa avec matafuta nini tutafanya nabo nini. Entouré des membres du comité local des sécurités, des leaders des structures des jeunes, l'honorable Aline Makano, bourgmestre intérimaire de Fungurume, a su imprimer un leadership féminin remarquable à la tête de cette entité territoriale décentralisée en relevant plusieurs défis pour l'intérêt supérieur de ses administrés. Allez, on va parler sport. De retour à Kolwezi après leur sacre historique en finale de la 59e édition de la Coupe du Congo, les kamikazes de l'AS Simba ont été accueillis en euros à l'aéroport par une foule en liesse conduite par le ministre provincial des Sports. Le champion ont présenté leur trophée à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente du club, saluée pour son engagement constant en faveur du sport dans la province du Lualaba. Cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo le soir. Après leur succès en finale de la 59e édition de la Coupe du Congo, l'association sportive Simba vient de regagner son fief par l'aéroport de Kolwezi. Les supporters de l'équipe chère Marie-Thérèse Masuka Saini se sont déplacés en masse à l'aéroport pour accueillir leurs joueurs et staff technique qui viennent d'honorer la province du Lualaba sur le plan sportif. À leur descente, ils ont été accueillis par les ministres provinciaux des sports et loisirs, Fana Moussango Saïzaneuf. Dès là, joueurs, membres du staff technique et les groupes d'animation se sont dirigés vers l'hôtel du gouvernement où ils ont été reçus par la première des sportifs lualabais. Le ministre provincial du sport et loisirs a remis à la gouverneure la médaille lui décernée et les trophées remportés par l'AS Simba qui représentera la RDC la saison prochaine en Coupe de la Confédération. Une fierté pour la province du Lualaba qui vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais grâce à l'investissement impliqué dans les domaines des sports de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Aujourd'hui, la province est très heureuse. Vraiment, vous êtes beaucoup investis dans le secteur sportif. Chaque fois nous en parlons, ma sport, ma discipline, le ministère des Sports et loisirs, il a fallu à San, le sponsoring. Aujourd'hui, la province de Lualaba marque son histoire du secteur sportif. Émue des joies, Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente de l'équipe, a tenu à féliciter l'ensemble des joueurs et du staff technique pour ces parcours élogieux réalisés grâce à Dieu, mais aussi grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a beaucoup prié pour vous.
Et ce jour-là, j'avais dit, j'ai la foi qui est la folie. Je savais que le Dieu que je prie va vous faire briller. C'est pourquoi, au nom de toute la province du Lualaba, au nom de toute la République, au nom du chef de l'État, je vous félicite et je vous dis un grand merci. Richard Kazadikamba est notre évêque, ainsi que monsieur l'abbé Patrick qui avait demandé la messe pour vous. Vous félicite. Des chants et danses à l'honneur de Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente de l'équipe rouge et blanc de Kolwezi, ont été exhibés par le groupe d'animation de l'AS Simba. On va parler de Hulk Hogan. De son vrai nom, Terry Genebolea est décédé ce jeudi chez lui en Floride à l'âge de 71 ans. Il aurait été victime d'un arrêt cardiaque selon plusieurs sources. Les secours ont été appelés ce matin à son domicile. Malgré leur intervention, il n'a pas été réanimé. La WWE l'a confirmé sur ses plateformes officielles en rendant hommage à cette icône du catch américain des années 80. Cet événement marque la fin d'une légende du divertissement sportif dont l'influence s'étendait bien au-delà du ring. Et puis décédé le 9 juillet dernier à Kinshasa, Robert Kombozi Bocholoketi, matriculé 505-83, directeur retraité à la DGRAD, sera mis en terre le samedi prochain à la nécropole de l'éternité Nsele Bambou à 10h30, annoncé au vendredi 25 du même mois à 19h. La veille mortuaire se tiendra en la salle Bokukiolo Papi Business, 6 boulevard Lumumba, numéro 85, quartier Salunga, dans la commune de Limete, référence saut de mouton de Débonhomme. Et la levée du corps est prévue le samedi 26 juillet 2025 à 9h à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'exposition et du recueillement à l'esplanade du même hôpital. Venons en rappel des principaux titres. Rapatriement des réfugiés sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce jeudi un communiqué conjoint au terme de 2 jours de travaux, ce qui marque un pas important vers l'apaisement des tensions et la résolution de la question des réfugiés. 504 000 $ américains, c'est la somme perdue chaque mois par la Société nationale d'électricité. À la base, la construction hors norme des digues par les entreprises minières, bloquant ainsi les affluents du fleuve Congo de fonctionner normalement. Le constat a été fait au cours d'une mission conjointe à Parlement SNEL dans le Grand Katanga. Il a fait le bonheur des amoureux du catch et la WWE a confirmé l'information sur ses plateformes officielles en rendant hommage à cette icône du catch américain des années 80, Hulk Hogan. De son vrai nom, Terry Genebolea est décédé ce jeudi chez lui en Floride à l'âge de 71 ans. Il aurait été victime d'un arrêt cardiaque selon plusieurs sources. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.